Bon, ça fait un petit moment que je vous en parle, je suis inquiet pour McLaren et je pense qu'aujourd'hui, jour de la présentation de la MCL 60, qui est sûrement déjà sortie à l'heure où je vous parle, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je pense que c'est le moment idéal pour vous expliquer ce qui m'amène à être dans cet état d'esprit. Le plus gros problème de McLaren en 2022 n'a pas forcément été le niveau, puisqu'ils ne terminent pas très loin d'Alpine comptablement et ont souvent obtenu de très bonnes positions dans le midfield, ce malgré un Ricciardo dans la rue qui n'a scoré que 23% des points de l'équipe. En vrai, si McLaren avait eu deux pilotes équivalents au niveau du meilleur pilote, comme Alpine, eh bien ils auraient terminé 4ème et même avec une bonne marge. Alors oui, ils ont profité des déboires mécaniques et des erreurs de l'écurie française. Si on regarde en profondeur, ils étaient plus la 5ème force que la 4ème de manière assez claire, mais ils étaient là. Tout ça pour dire que l'inquiétude ne vient pas de là, mais de la voiture. La MCL 36, de laquelle découle la MCL 60, est mal née et mal comprise. Rappelez-vous des énormes soucis de frein des Bahreïn qui avaient provoqué un retard à l'allumage, et sur la durée de la saison, on a vu des hauts et des bas illisibles. Le podium d'Imola a été suivi d'une performance indigente à Miami, et on a eu des choses catastrophiques comme le Canada ou Spa, alors qu'on a eu des choses magnifiques comme Silverstone, le Castellet ou Singapour. Incompréhensible. Une irrégularité inexplicable qui provoque un développement mal maîtrisé, impossible de corriger les défauts de la voiture, et même quand une évolution marche, en déterminer la cause précise et donc bâtir là-dessus pour la suite est presque impossible. La base pour avancer me semble donc très mauvaise du côté de McLaren, contrairement à sa concurrence, puisque je pense qu'Alpine et Aston ont pour l'instant tout compris à leur machine et avancent donc leur pion de manière logique sur une dynamique de progression et de réussite. McLaren, elle, n'a pas ça et c'est son grand défi en 2023, relancer une dynamique sans accroc et percer à jour le potentiel de la voiture. On aborde à présent un point plus structurel, dans sa manière d'opérer au quotidien, McLaren est freiné. Cela va mieux aujourd'hui, mais il y a quelques temps, les difficultés financières rendaient son avenir incertain et l'ont obligé à vendre la propriété de son siège ou à nouer des deals avec d'énormes partenaires. Ils ne sont plus en danger et atteignent largement le plafond du cap budgétaire, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Ils ne peuvent pas dépenser autant que les top teams, et surtout il y a quelques actionnaires qui ont mis pas mal d'argent dans l'écurie et qui donc ont leur mot à dire sur certains trucs. Bref, ça laisse moins de marge de manœuvre à McLaren. Autre souci, ils ne construisent pas leur moteur, et c'est selon moi impossible de gagner en étant le client d'une autre équipe déjà sur la grille. On entend parler de rumeurs avec Honda pour 2026. Le passif est autant génial que flippant, mais je pense que dans le fond, oui, McLaren a besoin de son propre motoriste. Enfin, ma plus grosse source de pessimisme, ce sont les nombreux retards sur la livraison de l'usine, de la soufflerie et de toutes les nouvelles infrastructures qui sont absolument indispensables pour espérer gagner. En les attendant, McLaren est bloqué, impossible de passer un cap, chaque année on perd donc du temps et le retard et la frustration s'accumulent. La différence de capacité opérationnelle vis-à-vis de Ferrari, Mercedes ou Red Bull est juste déprimante. McLaren n'est absolument pas dans la même cour, et quand on regarde même du côté d'Aston Martin et d'Alpine, je pense qu'elles sont mieux armées sur ce sujet. Enstone et Viry, c'est du top niveau, et le futur centre de Papastrol, lui, il avance très bien et il sera à la pointe ultime. À cause de ça, McLaren ne peut pas casser son plafond de verre et commence même à régresser vis-à-vis de la concurrence. En l'état, c'est totalement inimaginable qu'il puisse rejoindre les top teams et je ne vois pas comment ça peut se débloquer rapidement. Durant l'hiver, un coup dur a frappé McLaren. Andreas Seidl, son team principal, est parti presque du jour au lendemain pour rejoindre Alfa Romeo / Sauber / Audi, où il occupera le poste de CEO de grand boss. Une bien mauvaise nouvelle, car premièrement, c'est la perte d'un des grands artisans de la remise à niveau de l'écurie. Seidl avec Brown, c'est la face visible d'une équipe qui a bien bossé pour revenir dans les hauteurs du midfield. Il n'est plus là désormais, c'est le guide de toute la partie sportive qui a quitté le navire. Et surtout, ce départ envoie un message absolument cataclysmique. McLaren a été snobé au profit de la 7ème force du plateau. Oui, je grossis le trait, ce n'est pas Alpha et la 7ème place qui intéressent Seidl, mais Audi.
Il est allemand, il a déjà occupé une position de la sorte chez Porsche en endurance, il récupère un rôle, des responsabilités et un salaire sûrement plus important. Ok, mais normalement on ne quitte pas McLaren comme ça, surtout si elle a le projet de revenir au sommet de l'affiche. Une certitude se dégage donc de ce transfert, Seidl, le numéro 1 de McLaren, ne croyait pas en la réussite du projet. C'est comme si tous les doutes qu'on évoque depuis tout à l'heure se sont matérialisés en une décision durant l'hiver. Son remplaçant pose question. Andrea Stella a un CV magnifique avec 15 ans en Formule 1, dont plusieurs années passées à côté de Schumacher, Raikkonen et Alonso. Le monsieur connaît son sujet aussi bien qu'il connaît McLaren, puisqu'il est là depuis 2015. Il était le bras droit de Seidl, donc niveau continuité et connaissance des dossiers, on n'est pas trop mal, mais il a plutôt une formation d'ingénieur et il va découvrir un poste de team principal qui est très différent, qui demande d'autres types de qualités. On sait que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Est-il un meneur d'équipe? A-t-il les compétences requises? Aura-t-il un poids politique? Sera-t-il capable de donner les bonnes orientations dans les différents domaines qu'il devra gérer? Peut-être. Mais en ce moment, McLaren n'a pas besoin d'un peut-être, elle a besoin de certitude. Brown va l'aider, et a fortiori c'est un bon choix face au départ surprise de Seidl, mais en fait c'était un petit peu le seul choix, et je me demande aussi s'il n'est pas un peu sur un siège éjectable, il pourrait facilement payer pour les ratés récents de l'équipe. Je suis peut-être un petit peu défaitiste, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, et encore une fois je pense que Stella peut prouver sa valeur, ça se trouve c'est très bien, il faut faire confiance à l'équipe qui est en place, mais je trouve l'organisation interne un petit peu bancale chez McLaren, et je note aussi que l'écurie n'attire pas les foules d'ingénieurs, comme le font par exemple Red Bull ou Aston Martin. Ça pose question, attention. Chercher à remplacer un Ricciardo ultra décevant sportivement, coûtant bien trop d'argent et dont les chances de rédemption étaient devenues quasiment minuscules, oui, c'était ultra logique, c'était la chose à faire. Sauter sur un Oscar Piastri ultra prometteur et dont la situation contractuelle offrait une opportunité de marché en or dans un été où les options étaient maigres et où il y avait l'occasion de faire un sale coup à Alpine, ça aussi, c'est on ne peut plus logique. Oui, mais maintenant, il faut assumer. En cas d'échec, ce recrutement serait l'un des plus critiqués et discutés de tous les temps. Surtout, ce que je trouve super intéressant, c'est que ce choix place McLaren dans une timeline un petit peu particulière. En vrai, elle a déjà son jeune talent en la personne de Norris. Certes, il attaque sa 5e saison, mais il n'a qu'1 an et demi de plus que Piastri. Il est très jeune et très précoce. Il fait partie de cette vague de pilotes qui vont compter dans le futur, et en vrai, il compte déjà dans le présent, surtout pour McLaren. C'est donc un petit peu bizarre de venir ramener encore un jeune à potentiel, lui mettre ça dans les pattes, quand on sait que vu la cote et vu le talent de Piastri, ça va nécessiter un traitement spécial. C'est pas forcément le plus évident. Lando doit réaffirmer sa position de numéro 1 alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit mise en doute. C'est bien de le challenger et de ne pas lui donner les clés de l'équipe gratuitement, mais on sait très bien comment ça se passe, ce genre de situation. Évidemment, ça va créer de la rivalité, de la tension, et McLaren dedans peut se retrouver perdante. En vrai, j'aurais fait le même choix, parce que l'opportunité de marché était vraiment magnifique, mais McLaren n'avait pas forcément besoin de ramener un nouveau jeune talent, tout aussi bon Piastri soit-il. On aurait pu faire un autre choix, par exemple Schumacher ou Hülkenberg, pour se tourner plutôt vers un Lando en numéro 1, mais on n'a pas fait ça. Ça reste notable. Maintenant, il va falloir l'intégrer, le petit Oscar. Il est le talent le plus scruté depuis 5 ans, il a gagné 3 titres en 3 saisons, il a passé une année sur la touche, ce que la plupart des observateurs ont trouvé injuste, et puis il a été l'acteur principal d'un transfert choc et choquant. J'ai déjà expliqué que pour moi, il n'y avait pas de trahison envers Alpine et que son choix était on ne peut plus logique, mais force est de constater que l'opinion publique ne l'a pas totalement reçu comme ça, que son image est un petit peu écornée. Il suscite autant de colère que d'excitation, que de doute et que d'espoir. L'attente est donc monstrueuse et s'il y a un retard à l'allumage ou des difficultés, ça peut devenir très dur à gérer. Et si à l'inverse, il est plus fort que prévu et vient trop remettre en question l'équilibre au sein de l'équipe, bah là aussi ce sera trop dur à gérer. Ça peut vite devenir un bazar médiatique d'avoir Piastri et Norris dans son équipe. L'Australien a aussi un caractère pour l'instant dur à cerner, mais on sait qu'il veut sa part du gâteau et il a logiquement des ambitions démesurées,
Bref, le duo le plus explosif de la grille, pour moi l'an prochain, il n'est pas chez Alpine. On termine la vidéo par un Lando Norris qui a de plus en plus de raisons légitimes d'être frustré par McLaren. Le niveau du pilote est meilleur que le niveau de la voiture. Ça fait penser à ce que vivait Leclerc chez Ferrari en 2020-2021. Et malheureusement, pas de signe d'amélioration rapide à l'horizon. On a évoqué jusqu'ici tous les soucis de McLaren et on ne voit pas comment elle pourrait offrir des garanties à son pilote, garanties qu'il demande et que, selon moi, il mérite. D'autant que même dans un best case scénario où il retrouverait la 4ème place du général, eh bien ça resterait décevant pour Norris. Il veut plus, il veut jouer le titre et il a raison. Il ne va pas pouvoir accepter longtemps cette situation et McLaren est donc dans un décalage de timeline vis-à-vis de son pilote numéro 1. Elle va avoir besoin de 2, 3, 4, 5 ans pour revenir au top niveau, quand Lando, lui, quelque part c'est maintenant qu'il lui faut. Elle va donc devoir trouver un moyen de le faire rester, lui qui a un caractère parfois un petit peu particulier, qui aspire logiquement à mieux, qui voit peut-être d'un œil bizarre l'arrivée de Piastri de l'autre côté du garage, et qui doit encore s'affirmer. Alors il a un contrat pour 2024, pas de souci, et en vrai, hormis un scénario farfelu impliquant départ d'Hamilton et un choix surprenant de Mercedes, je ne vois pas comment il peut quitter McLaren avant 2024, mais la question c'est pour après, aura-t-il envie de rester au-delà ? On sait que son management a déjà eu des contacts avec Red Bull, que les rumeurs l'envoient un peu à droite et à gauche, et que son nom va logiquement être en haut de la liste des équipes qui auront un siège libre dans les années à venir. Il y a une grosse pression sur Brown pour rassurer et conserver son poulain. En fait, à la fin de cette histoire, il n'y a que deux issues possibles. Soit Norris et McLaren réussissent ensemble, ou alors soit l'un des deux va prendre une claque terrible, c'est-à-dire soit l'équipe va perdre sa pépite, soit le pilote va être condamné à rouler dans une voiture qui est en dessous de son niveau pendant trop longtemps et va être coincé. Bonne chance, on est, il me semble, au début de cette situation qui n'a pas l'air de sentir très bon. Faut vite que ça s'améliore dans tous les coins. Et voilà, vous savez tout, je souhaite évidemment une excellente saison à McLaren, j'espère qu'ils sauront surmonter tous les obstacles qu'on a évoqués, mais voilà, je suis pessimiste, et j'espère d'autant plus qu'ils y arriveront que leur duo de pilotes me hype particulièrement. Vous savez que j'estime énormément Norris, et Piastri, j'ai trop hâte de le voir. Je vous attends désormais dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, n'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne, la F1 revient très vite, donc on va faire plein de contenu évidemment. On se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle que pour arriver premier, il faut premièrement réussir à faire tourner sa propre soufflerie. À bientôt.